créateur plus convivial. Voilà, convivial et puis pour la caméra. Créateur de la série Valérian et Laureline avec Pierre Christin. Je suis très ému parce que j'ai découvert ta bande dessinée quand j'étais adolescent, jeune adolescent. Tellement ému que d'habitude je m'en sors très bien avec le micro, sans notes, etc. Mais là j'ai craqué et j'ai pris un copion et je voudrais le lire parce qu'on l'a composé ensemble avec Jean-Pierre Willems, que tu connais bien, avec lequel on avait déjà fait une interview à ton sujet. Ce sera une présentation synthétique de la série, après ça on peut développer des questions et des réponses. Donc la série Valérian et Laureline a été publiée pour la première fois dans le journal Pilote en 1967. C'est exact? Oui. Tant que je dis rien, c'est que c'est bon. Voilà. Alors on va voir. Nos héros sont des agents spatio-temporels de Galaxity qui s'est constitué sur la Terre après un cataclysme nucléaire qui a ravagé la Terre en 86. Nous étions en 67-68. Oui, juste. Et 86 par prémonition est l'année de Tchernobyl. Donc vous êtes vraiment des gens qui anticipaient sur le futur. Oui, enfin, Christin là-dessus, chaque fois qu'il me lance une date qui peut être une date terrienne, je lui demande de la repousser de manière que nous, nos enfants et nos petits-enfants soient loin de cette date, donc 1986. On y a échappé, et encore, il y a eu Tchernobyl, mais maintenant, il n'a plus le droit d'écrire des 2000 quelque chose. Mais comme voilà, le temps n'a aucune prise sur les protagonistes, qui le déjouent grâce à leur voyage dans l'espace-temps, c'est donc relatif aussi, les dates. Bon, bah, écoutez, Christin a une théorie, je crois qu'il dit que les histoires se sont passées pendant 20 siècles. Enfin, effectivement, si on considère Laureline au Moyen-Âge, en l'an 1000, et les derniers épisodes de Galaxity qui se situent en 3000 quelque chose. Oui. Bon, donc je laisse, comme je suis très mauvais en mathématiques, je ne fais pas le calcul. En effet, l'une des originalités de cette série, c'est que l'on ne peut déterminer la chronologie de leurs aventures, car sur la ligne du temps, le passé, le présent et le futur font défaut, ils sont confondus. Dans l'édition actuelle, à la fin de chaque album est présenté un tableau mettant en relation les albums entre eux et démontrant ainsi une intemporalité cohérente de la série, qui est une des grandes originalités de cette série. Pierre Christin en est le responsable, parce qu'il dira toujours que je n'ai encore pas compris comment ça s'arrangeait d'un épisode à l'autre. Oui, mais ne pas comprendre et illustrer la série est un génie particulier que tu as à ce moment-là. Dès la première aventure, cette série aborde avec beaucoup de talent et d'humour les thèmes les plus divers qui sont toujours d'actualité et qui suscitent notre réflexion. Ces thèmes sont par exemple les dérives du capitalisme, le féminisme, l'écologie, les idéologies, les religions, les médias, la biotechnologie. Il n'y a pas que ça. Entre autres. Entre autres. Oui, j'avais mis 3 petits points. En réalité, il s'agit... Tout a été très cohérent dans Valérian et Laureline, sauf la table d'interview. Voilà. En réalité, il s'agit d'enjeux auxquels nous sommes constamment confrontés et qui sont traités sans prétention et avec discernement à travers les multiples aventures que vivent Valérian et Laureline, qui évoluent dans un univers graphique très original, de fantaisie et de créatures fantastiques imaginées par Jean-Claude Mézières, ici présent, et dont s'est notamment inspiré Georges Lucas pour la fameuse série La Guerre des Étoiles. Si peu, si. Tu serais l'homme le plus riche de la bande dessinée si tu avais versé un pourcentage. Hein. Non, mais il aurait pu me téléphoner. Il aurait pu te verser un pourcentage aussi. Du coup, tu ça m'avais peut envie de invité me demander dans ton château et de tout ça. demander de travailler. Quoi. C'est clair. Mais c'est ce qu'a fait Besson plus tard, qui était correct. Là. Au cours de leurs aventures, Laureline prend le pas sur Valérian, qui d'une certaine mesure, subit les événements. Oui, enfin, disons que dans le cadre disons qu'il est un agent spatio-temporel employé par Galaxity, il a des ordres, et que Laureline,
qui, elle, est indépendante, freelance et collaboratrice de Valérian, n'est pas du tout d'accord dans certaines décisions et qui provoque justement des frictions, des disputes qui sont intéressantes parce que c'est les deux manières d'envisager un problème. Oui, mais souvent elle a le dernier mot. Hein. Bien sûr. Pierre Christin qui a dit adorer écrire les dialogues de Laureline ne s'en prive pas. Donc on n'oublie pas le scénariste Pierre Christin, auteur indissociablement lié au destin de la série, qui par son invention apporte à Valérian et Laureline une épaisseur psychologique particulière, justement, au-delà des péripéties et des aventures. Le talent conjugué de Mézières et de Christin humanise leurs personnages positifs, qui sont dépourvus cependant de toute certitude quant au futur de l'humanité. Je me souviens d'une discussion avec Pierre Christin qui parlait de son scepticisme fondamental. Oui, il y a un côté. Et encore, c'est vrai que la série de Valérian est quand même une série optimiste, puisqu'on peut toujours éviter la catastrophe en faisant un saut en arrière et corriger les choses. Mais c'est vrai que les progrès du monde technologique ne sont pas toujours très encourageants. Et c'est vrai que la technologie n'est pas du tout mon fort, ni mon intérêt. Pour moi, c'est beaucoup plus le domaine de l'imagination. Et je crois que par rapport à une histoire qui se veut, que beaucoup de science-fiction se veulent technologiques justement, Valérian se place à côté. Les machines marchent. Oui. Parce que j'ai décidé que ça marcherait comme ça. Il n'y a pas d'explication pour lesquelles elle marche ou elle ne marche pas. Voilà. C'est un des côtés fascinants quand on voit les sauts dans l'espace-temps. On voit. Ça fonctionne très bien. Voilà. Il y a de temps en temps des petits bugs, des choses comme ça, mais ils s'en sortent toujours. Donc, en conclusion, de par les thèmes multiples et variés qu'ils ont abordés, je pense qu'on peut qualifier nos auteurs de visionnaires, pour le moins. Et moi, je rajouterais, dans le cas de Jean-Claude, visionnaire et contemplatif, parce que Jean-Claude, par son dessin, a une force poétique tout à fait exceptionnelle, qui perdure avec les années, qui a été extrêmement frappant dès le départ de la série Valérian et Laureline. Et il nous pousse à la contemplation, à la vision d'un cosmos, d'un infini, d'un espace-temps, de toute une faune d'animaux et d'extraterrestres particulièrement variés et charmants. Réjouissant. Oui, réjouissant. C'est une vision réjouissante du cosmos et de l'univers qui nous pousse à une rêverie à l'infini. C'est-à-dire que pour moi, la science-fiction est quand même quelque chose qui est une œuvre, je ne veux pas dire de poésie, parce que je ne suis pas très poète, ou du moins pas très connaisseur de poésie, mais... c'est ce que disent les poètes. Mais je crois que ce qui est intéressant dans l'imaginaire d'un dessinateur, d'un peintre, d'un illustrateur, c'est son côté personnel. On va en venir un peu dans les discussions de la suite de Valérian, s'il n'y a pas d'équipe de dessinateurs qui reprennent Valérian et Laureline tel que ça se fait dans d'autres séries de bandes dessinées, c'est tout simplement que c'est mon imaginaire. Et si mon imaginaire, il vaut ce qu'il vaut, mais si on se met à le copier, et si l'imaginaire du dessinateur qui fait son travail d'adaptation devient une copie, photocopie de mon imaginaire, ça n'a plus aucun intérêt. Et il n'y a aucune création maintenant. Donc, à ce niveau-là, il n'y aura pas de continuation des aventures des Chingouzes tout seul. Il y a du scoop, là. Non, c'est pas ça. C'est qu'au contraire, il y a eu une première tentative d'en faire un aparté post-Valérian. Mais lorsque Manu Larsonnet a fait sa propre adaptation de Valérian, et que moi j'étais pas du tout au courant, et il m'a apporté les 12 premières pages, et j'ai trouvé ça mais absolument hilarant, génial et complètement créatif, parce que c'était
c'était l'univers poétique de Larsenet qu'il avait greffé sur les aventures de Valérian Lorline, qui sont absolument hilarantes. Et je conseillerais à ceux qui ne l'ont pas eu en main d'aller le lire tranquillement dans un coin de la librairie. Parce que je crois que ce qui est intéressant dans toute œuvre de création, d'imagination, c'est justement que chaque témoin, chaque artisan de cette création apporte sa propre imagination, sa propre création. Oui, oui, c'est ça qui fait l'originalité de la création. Mais comme vous êtes deux créateurs très puissants tous les deux, il faut aussi noter la longueur de votre collaboration. Vous avez commencé ensemble, vous êtes toujours ensemble. Ouais. C'est exceptionnel. C'est parce qu'on ne couche pas dans le même lit. C'est pour ça. Oui, mais de surcroît, vous êtes connus très très jeune. Ben oui, c'est-à-dire que c'est, faut dire, assez exceptionnel d'avoir deux auteurs qui se sont connus à 3-4 ans pendant les alertes aériennes de la guerre en 1944, parce qu'il habitait l'immeuble à côté, et donc on se réfugiait dans les caves. Quand il y avait les sirènes, c'est pour ça que je n'aime pas entendre les sirènes, parce que ça rappelle des mauvais souvenirs. Et puis, pendant toute notre adolescence, on allait des fois dans la même école, mais des fois pas. Et on s'est perdu de vue, on s'est revus comme dans la chanson. Et puis, on a commencé à être copains adolescents, puis sans travailler ensemble. Hein, mais on avait des rêves de cinéma. Ça, le cinéma était notre gros truc. On avait très envie. C'était le début de la nouvelle vague et c'était vraiment une porte ouverte vers, encore une fois, l'imagination, la création, etc. À part qu'on a très vite découvert que le monde du cinéma tel qu'il existait à Paris à cette époque-là était un petit monde de gens très privilégiés, je dirais, pas forcément pour le cas de François Truffaut, mais il a eu un mentor qui l'a poussé tout. Alors que nous, dans la banlieue parisienne, c'était pas ça. Et c'est vrai qu'on s'est très vite aperçu que faire un dessin avec toutes les armées du cosmos, c'est beaucoup moins cher que de dire je vais faire ça en cinémascope. Et vous aviez aussi un rêve commun qui était un rêve d'Amérique. Oui, ça, le rêve d'Amérique, quels sont les gamins des années 40-50 qui n'ont pas rêvé d'Amérique, évidemment. Et puis il y avait un troisième larron qui était Jean Giraud, le dessinateur de Bloomberry, que j'ai connu à l'âge de 15 ans dans la même école, à côté de moi, où on commençait à se dire, ah oui, les illustrés, parce qu'à l'époque, bande dessinée, ça n'existait pas. Le mot bande dessinée n'existait pas. Mais les illustrés, alors c'était très mal vu par les profs, même les profs de dessin, où je me souviens toujours, ce prof de dessin disait « Mais Giraud, mais quel dommage avec le talent que vous avez !» Parce que ça se voyait à 16 ans, ça se voyait, le talent de Giraud, que vous fassiez des trucs pour les débiles mentaux. Et à part que, on commençait à publier déjà un petit peu, et on ramenait des petits chèques pas chers, mais dans les familles, ça c'était important. Et avoir une petite autonomie pour les étudiants, c'est mieux que d'aller travailler au McDo, de commencer à être, après, le papa disant « Ah, mon fils, il est publié dans tel journal, et en plus, il est payé pour ça. » Ah, ça a changé l'attitude face aux illustrés. Hein. Oui, c'est certain. Mais il y a le fait que j'ai été frappé dans une interview, tu as dit que jusque dans les années 70, 70, tu continuais à travailler en faisant de la photographie, en faisant des reportages, que les reportages te permettaient de voyager et que tu restais incertain quant au succès, à la pérennité de la série Valérian Lorline, qui à ce moment-là existait depuis 10 ans. Ah non, pas début 70. Attention, il y a toujours le problème, c'est que je suis le dessinateur de bande dessinée, donc un dessinateur, un métier sédentaire, le moins sédentaire possible. Parce
parce que j'adore voyager, j'adore aller monter à cheval, j'adore me balader, etc. Donc, c'est pas la bonne solution de dire je vais faire encore 60 pages du prochain volume. Par contre, c'est vrai que la photo sur laquelle il faut bien mettre le changement maintenant, c'était une époque où il y avait ceux qui faisaient des photos et ceux qui ne faisaient pas de photos. Et tout le monde ne sortait pas son téléphone pour faire des photos. Et c'est vrai que je me suis passionné. Voilà. Laureline, tais-toi. Et la pauvre chérie, elle s'est pas mise à pleurer. Heureusement. Non, il en faut plus. Et donc, c'est vrai que faire la photo était d'abord dans les bandes de copains-copines, quand on partait en vacances, c'est moi qui faisais les photos, etc. Parce que j'aimais ça. Et puis après, c'est vrai qu'au cours de mes voyages aux États-Unis, j'ai contacté, ou j'ai été contacté par un éditeur parisien de livres scolaires qui a commencé à me donner une liste de sujets à ramener. Alors évidemment, ça leur coûtait pas cher. Ils payaient rien du voyage, ils ne payaient rien des frais techniques, mais ils achetaient la reproduction des photos qu'ils avaient sélectionnées, et ça me permettait de payer mon voyage après. Mon problème principal, c'est que j'étais copain avec Wolfgang Amadeus Möbius depuis l'âge de 15 ans. Et quand vous dites, moi aussi je voudrais faire du piano, ah merde. Donc Giraud m'a en même temps beaucoup inspiré et aidé, et en même temps il m'a coupé les pattes vraiment pendant des années, puisque quand on est allé voir J.G., des grands dessinateurs de Chelsea Spring, quand on avait 17 ans, J.G. s'est passionnément intéressé au dessin de Giraud, puis m'a un petit peu oublié sur le coin de la table. C'est-à-dire qu'il avait ça, c'est beaucoup de modestie. Non, mais à 17 ans, c'était pas terrible du tout non plus. En plus, parce que je me bagarrais pas avec mon dessin. Pas assez. Mais c'est pour dire que là, l'accompagnement de gens de talent, par moments, c'est dur à avaler. Donc j'hésitais, donc je reviens à un truc, c'est que avec la chance que j'ai eue avec Christin de décider de commencer à faire une histoire, qui était là encore un choix de Christin sur faire quelque chose. On ne savait pas ce qu'on voulait faire, mais on voulait faire quelque chose que les autres ne faisaient pas. Or, dans le journal Pilote, en 1967, il n'y avait pas de science-fiction, et donc on était les meilleurs. Il n'y en avait pas. Et donc on a fait une première histoire, et il y a eu Laureline, qui a beaucoup compté aussi, c'est que pour la première fois, on mettait en scène un personnage féminin qui avait ses qualités d'être belle, d'être intelligente, qui prenait les bonnes décisions, mais ça on ne voulait même pas, on ne l'avait pas écrit sur une carte du caractère de Laureline. C'était spontanément parce que les femmes qui sont belles et qui prennent les bonnes décisions, c'est agréable. Et que, en plus, à l'époque, il n'y avait personne qui faisait des nanas dans un journal comme Pilote, ou Tintin ou Spirou. Parce que même Sécotine, qui a été une des premières héroïnes, c'est quand même une emmerdeuse. C'est pas un personnage. C'est pas un personnage. Et alors, il y a peut-être des sous-entendus, je n'ai pas suivi maintenant l'évolution de Sécotine, mais c'est quand même une emmerdeuse. Vraiment. Laureline, elle fait chier, elle est rien, mais c'est pas une emmerdeuse. Mais alors, est-ce qu'on peut pas dire, parce que d'abord le fait de fréquenter Giraud, qui était un génie du dessin, effectivement c'est confrontant, mais ça témoigne aussi du fait que tu avais une énorme personnalité pour, malgré le fait de le fréquenter, ne pas être écrasé totalement par lui. Tu as réussi à trouver ton chemin en fréquentant quelqu'un d'aussi important. C'est-à-dire que nos chemins étaient parallèles, et évidemment je n'ai pas essayé de faire du western, malgré que moi,
je sais monter à cheval et je sais ce que c'est que la montagne, et je rigole de temps en temps devant certains cavaliers qui montent des pentes comme ça en tirant sur la gueule du cheval. Mais ça fait une belle image, et les lecteurs s'en fichent. Après, il y a eu cette espèce de... Alors d'abord le tandem Christin-Mézières qui fonctionnait bien, l'accueil du public qui ne connaissait pas cette rivalité entre Giraud et moi, et qui nous envoyait des petites lettres d'encouragement, disant c'est marrant vos histoires, de science-fiction, ça veut dire spatio-temporel, espace-temps, c'était pas des mots très fréquents avant les années 70. Mais il y avait aussi le choix, et ça aussi c'était le bon choix, parce que c'est Christin qui m'a lancé sur le truc de dire on va faire une histoire. Ce qu'on aimait, c'était la littérature de science-fiction. Ça, on en lisait depuis les années 50. Et ça, c'était formidablement riche, plein d'inventions, plein d'imaginaire. Bon. Mais de là à commencer à dessiner, il fallait une puissance d'imagination terrible pour donner un visuel. Pas à pas, pas à pas. Oui, pas à pas, mais la preuve est que Georges Lucas, ayant récupéré toute une partie de votre univers graphique, a montré que de la littérature au cinéma, il y avait ce passage par l'image que vous avez fait, qui a servi de support profondément. Oui, mais ça, c'est toujours pareil. Il y a le fait que la science-fiction, l'imagerie de science-fiction, à l'époque, elle était presque principalement américaine. C'est pas vrai. Il y avait 2-3 illustrateurs français dans la collection Fleuve Noir, si je dis pas de bêtises, dont... Paul Anderson? Non. Non, je parle de dessinateur. Excuse, j'ai oublié son nom. Bilal a illustré des couvertures. Ah non, mais attends, Bilal, c'est un gamin, Non, je parle des années 50. Bilal, il est arrivé en 52 en France. Oui, c'est vrai. Non. C'est... Bon, c'était les couvertures Fleuve Noir, et les fusées, c'était des suppositoires, et les monstres étaient des gros monstres verts, comme ce que faisaient les Américains, les spectateurs américains. Et ce qui était le fait, c'est que pour nous, tout de suite, on a eu des choix, je dirais, politiques, de dire, eh ben, les gros monstres verts, ils sont peut-être verts, mais ils ne sont pas forcément méchants, et ils ne sont peut-être pas forcément des monstres. Et donc, je crois que par tâtonnement, on est arrivé à des trucs en disant, bon, on va essayer de raconter des choses. Oui, enfin, j'ai eu le privilège de voir ton atelier, et tu avais montré des livres avec des animaux, des insectes, qui t'ont servi d'inspiration pour les extraterrestres. Donc l'infiniment grand rejoignant un peu l'infiniment petit. Oui, il y a aussi le fait qu'un dessinateur qui travaille dans l'imaginaire, forcément, si on l'enferme dans une cellule de moine au haut d'une montagne, je ne sais pas, tout seul, peint en blanc, je ne sais pas s'il va peindre beaucoup de choses. Il faut s'inspirer de tout ce qui traîne. Et c'est vrai que des photos, des macro-photos de plantes, de végétaux, de fleurs, d'insectes, d'animaux, de marins ou sous-marins, etc., ça donne envie de dire, tiens, c'est marrant, ah oui, il y a quelque chose à sortir de ça, mais c'est un tremplin pour l'imaginaire, c'est un tremplin, c'est pas reproduire une photo, il n'y a aucun intérêt. Par contre, se laisser guider par des formes, et qui d'ailleurs ne sont plus, quand on voit le document de base et le dessin réalisé, c'est plus du tout la même chose, quoi. Voilà. Oui, mais ça, c'est tout ton travail de transformation, d'imagination, comme tu dis, voilà, à partir du tremplin du document de base. Est-ce que par rapport à ces questions du voyage, des États-Unis, tout ça, on ne pourrait pas dire que Valérian et Laureline est un peu une série de voyageurs reporters déguisés, que vous avez été en quelque sorte des voyageurs reporters de l'imaginaire déguisés à travers la science-fiction? Oui, certainement. Ce qui est intéressant dans les histoires qu'on raconte, c'est
de proposer d'abord à chaque épisode un monde, des mondes différents. Et donc je crois que c'est ça qui est déjà le plaisir. Moi, parce que j'ai toujours envie de recommencer, et quelque chose de différent. Et puis, bonjour. Voilà le deuxième intervenant, Jean-Jacques Willems. Excuse-moi du retard. Ah, mais écoutez. Donc, tout simplement, les voyageurs du réel, Christin est un énorme voyageur. Il a fait 2 fois le tour du monde, il a été dans tous les pays. Vite fait. Lui, il savait. Mais il s'en inspire, et voilà. Je sais pas. Je ne sais pas où vous en étiez. Très loin. N'importe où. Est-ce que tu as rappelé tout a été dit. D'abord, je vous remercie de votre présence. J'avais préparé un petit texte que Philippe a eu la gentillesse de l'évoquer devant vous. Pour ma part, je ne sais pas quelles sont les questions éventuellement que tu peux poser. Voilà, éventuellement, je peux participer par des questions subsidiaires. Il a peut-être lancé des questions s'il y a des personnes qui ont des choses à dire. Sinon, on va continuer à monologuer. Donc, ce qui est intéressant avec la série de Valérian, c'est une série très ancrée dans les problèmes contemporains. Le micro, je ne vous entends pas, monsieur. Pardon. Ce qui est intéressant dans cette série-là, c'est que cette série a toujours été ancrée dans des thèmes que nous constatons tous les jours, que nous vivons tous les jours, très contemporains. Mais je dirais que la grande qualité de Christin, c'est que ces thèmes-là, ils ne sont pas en grand titre sur les doubles pages des journaux le matin, et il ne me téléphone pas en disant « T'as vu le journal, on va faire une histoire sur tel thème », parce que c'est vraiment important. Il a deviné, il a travaillé sur des choses qui peuvent arriver. C'est visionnaire, disons les choses que nous visionnaire, disons, ça c'est sa qualité de journaliste, d'aller fouiller dans des choses et de dire on va traiter bienvenue sur Alf Lolol en 1972, féminisme, mais surtout aussi écologie. Absolument. Et c'est un mot qui, en 72, il fallait tendre vraiment l'oreille pour entendre le mot écologie. Absolument. Oui. Moi j'ai une question. Je vais partir d'une petite histoire sur l'Empire des 1000 planètes. Quand j'étais petit, parce que j'ai commencé assez jeune en fait, et que j'arrivais sur la fin de l'Empire des 1000 planètes, c'était à la fois un moment d'anticipation réjouissante et angoissée, quand j'arrivais à la page où le connaisseur retirait son casque. Et c'était presque effrayant. Bon, c'était effrayant pour l'enfant que j'étais. Et pour autant, j'adorais cet album. Et je me suis toujours demandé, je me suis demandé plus tard en fait, quel était l'âge du public que vous visiez? Parce qu'à la fois, il y a une énorme poésie dedans qui touche beaucoup l'enfant, et il y a des sujets qui sont finalement parfois assez graves, voire effrayants. D'abord, vous savez, le public, on ne le vise pas, il vient ou il ne vient pas. Et il y a le fait que l'Empire des 1000 planètes était publié dans le journal Pilote pendant l'année 69, et donc c'était le public collégien des lecteurs de Pilote qui était extraordinairement varié, puisqu'on dit que le taux de circulation d'un pilote était de 1 pilote pour 25 lecteurs, ou un truc comme ça. Ça se passait dans les cours de collège, tout le monde le lisait. Donc, un auteur ne peut pas viser un public, il peut sentir effectivement que ce public adhère, et toute première lettre disant c'est marrant, c'est intéressant, vos histoires, c'est assez bizarre. Bon, pour nous, on était contents, parce qu'on recevait 2 lettres. Le reste, c'est aussi, quand même, rendre hommage à René Goscinny, qui était le directeur de l'époque, du journal Pilote, pour nous dire, je pense que c'était pour un grand fan de science-fiction, mais de dire, tiens, vous apportez quelque chose d'un peu différent, c'est bien, les gars, continuez. Mais c'était des thèmes très adultes également.
pas pour les enfants, c'était pour les ados Non, adultes. mais attention, alors, la grande différence aussi de pilote Voilà. de l'époque, c'était pas Tintin, c'était pas Spirou, c'était volontairement. Et le phénomène a été que les lecteurs ont continué à lire le journal en grandissant. Vos créatures fantastiques font penser un petit peu à l'étranger. Il y a aussi le thème du racisme qui est abordé, de la xénophobie, qui est abordé dans vos albums. Et leur point central, c'est un peu les Nations Unies. Et donc, chacun des étrangers, enfin des créatures fantastiques, et l'étranger en fin de compte, est représenté et symbolisé par un représentant. Bien sûr. Et là, bon, ça c'est le côté rigolo des histoires, c'est qu'effectivement, c'est une exploration des Nations Unies. L'ambassadeur des Ombres, on passe dans parmi toutes les délégations, comme ça. Et ça nous a permis de mettre des personnages. Alors, évidemment, Christin, lui, dans son scénario, ce qui l'intéresse, c'est les rapports de force, c'est les discours que chacun va pouvoir dire. À moi, après, de les mettre en scène avec la gueule que je peux leur sortir, quoi, vraiment. Imaginons que vous frottez une lampe chez un antiquaire et un génie en sort. Et il vous dit, je te donne le pouvoir de réaliser le film correspondant à l'un des albums que tu veux. Lequel vous choisissez? Eh bien, je dirais que la leçon commence à me porter. Il ne faut pas rêver d'adapter un album. Le lectorat d'une bande dessinée n'est pas du tout celui, enfin, ne peut pas être comparé au public mondial maintenant des productions de ce genre. Donc, il faut que ça soit, dans la version optimiste, une magnifique salade de différents thèmes abordés, mais c'est une autre narration, et ça, Christin connaît bien le problème, puisqu'il a travaillé sur plusieurs adaptations, pas de Valérian vraiment, mais plutôt de Phalange de l'Ordre Noir avec Millard, qui marche pas. Et où il a réécrit, pour des projets actuellement qui pataugent, évidemment, comme toute production cinématographique, ça se fait pas tout seul, mais il s'est réadapté lui-même en voyant qu'il faut un personnage féminin qui n'existe pas dans l'album de l'époque, parce que c'est des impondérables, ce sont des choses. Et aussi la date. L'album a été fait en 77, alors que nous sommes maintenant en 2000, bientôt 17. Il faut réécrire tout ça. Donc, un album de bande dessinée, même si c'est Valérian, parce qu'il n'y a pas de date, etc., à mon avis, ne peut pas être adapté comme ça. On peut dire, ah, Métro Châtelet, ça serait très drôle parce que ça se passe dans le métro, ça se passe dans la rue de Rivoli, et ça se passe dans le Cosmos. Et comment on va traiter ça? Et ça, c'est l'énorme difficulté de l'adaptation au cinéma d'un sujet aussi précis que Valérian. C'est-à-dire que si les Américains arrivent à bien s'en sortir avec leurs personnages de super-héros, c'est qu'il n'y a pas une vraie personnalité de dessinateur derrière chaque caractère. C'est... Oui, ça fait longtemps que je le sais. Et... C'est très frustrant de vous couper, Oui, mais oui, je propose oui. qu'on aille continuer la rencontre Ah, d'accord. à l'espace BD parce qu'on est un petit peu poussé, il y a une rencontre juste après. En tout cas, un grand merci à Jean-Claude, Philippe et Jean-Pierre, et on va continuer à discuter là-bas. Merci beaucoup.